Alors, il y en a qui veulent l'enregistrement, c'est ça? Oui, OK. oui, c'est Tous possible. les enregistrements seront disponibles dans l'espace membre, là. Pas de problème. Bien. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier hein, pour votre très grand effort pour participer à cette rencontre, hein. Ça demande, voilà, beaucoup d'efforts en termes de, voilà, de temps, de connexion. Bon, j'apprécie et merci beaucoup. Alors, bon, je voulais attendre jusqu'à 10 comme ça pour démarrer, mais je pense que c'est bon, hein, on est un peu nombreux là, on peut commencer. Le reste va nous prendre en chemin, c'est ça? Donc, nous sommes donc dans la suite. Est-ce que certains d'entre vous étaient là le lundi? Oui, beaucoup étaient là lundi. Oui, Bonsoir, je n'étais pas là le lundi, moi. Ok, bien, d'accord. Alors, bonsoir. donc, oui, bonsoir. Vous étiez là? Oui, moi également, j'étais... Non, j'étais absent le lundi. Ah, d'accord, d'accord. Moi aussi, j'étais absent le lundi. OK. Moi Bon, également. Pareil pour moi également. d'accord. Bon, donc, on va peut-être faire un petit rappel de ce qu'on a vu lundi. Si vous êtes nombreux à ne pas être là, n'avoir pas été là. Alors, donc, lundi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste fait, donc, en réalité, c'était quoi? C'était une prise de contact. C'était ça. C'était pour un peu définir concrètement donc le programme de la réunion. Le programme de la réunion était constitué un peu donc des objectifs, des résultats qu'on attendait hein, dans ces 14 jours. On a aussi présenté les formateurs. Bon, on a fait un peu aussi une tour d'étudiants sur les apprenants et leurs attentes, et les attentes des formateurs, la présentation de la plateforme, et éventuellement donc la création des liens d'accès à la plateforme aussi, ainsi que la présentation du programme de coaching. Voilà un peu, on va dire succinctement, ce qu'on a regardé ensemble, on va dire donc lundi. Alors, pour juste quelques éléments d'information, donc pendant les 14 jours là, ce qu'on avait défini comme objectif, c'était quand même de réussir à élargir hein, voilà, votre vision sur l'urgence de la création d'emplois et d'entreprises. C'était vraiment un point central de cette formation, faire émerger cette urgence-là, parce que finalement, on voit ça parfois comme un simple business que chacun peut faire hein, voilà, pour avoir son emploi ou créer son entreprise. Ça peut être, voilà. C'est intéressant de voir ça comme un business. Mais moi, je voudrais aller plus loin avec et montrer qu'en réalité, c'est véritablement un problème de développement et que c'est urgent que tous ceux qui ont la capacité de créer leurs emplois et de créer leurs entreprises rentrent dans un tel schéma de programme pour pouvoir le faire parce que c'est véritablement un besoin. Alors, donc, ceci étant en élevant ça en termes de besoins, hein, l'objectif donc de la formation était d'amener tous ceux qui sont dans cette capacité, ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui ont la capacité de créer des entreprises là, à regarder ça en réalité, à changer de paradigme. Surtout ceux qui ont un peu problème d'emploi, qu'on doit changer de paradigme dans leur relation avec l'emploi. Quel est le nouveau type de relation qu'il faut avoir donc avec son emploi? Comment créer son emploi? Quelque part, la formation essaie de mettre un accent, en tout cas pour dans ces 14 jours sur ça. Parce que si cette question n'est pas réglée, euh, ça va être un peu un plomb dans l'aile. Ça va être un peu un boulon à vos pieds dans la question donc, de l'employabilité. Ensuite, c'était de développer les motivations pour la création d'entreprises et d'emplois. C'est ça. Et ensuite, après tout ça, c'est essayer donc véritablement donc de voir comment donc, on peut vous mettre des programmes donc innovants qui peuvent faciliter cette création d'entreprises et d'emplois. Et après donc, bon, voilà,
ça fait partie de la formation, hein, parce que finalement, ici, là, vous êtes venus avec des capacités de réussite hein, qui sont là. L'objectif, c'est qu'après les 14 jours, là, vous augmentez ces capacités que vous avez actuellement. Vous avez actuellement. Voilà. C'est ça les objectifs qu'on poursuit dans ces 14 jours. Bon, je profite de vous remercier pour l'effort de fermer les micros. Je pense que jusque-là, c'est bon. Donc, je vais vous demander de poursuivre cet effort-là, de fermer les micros pour qu'on puisse se comprendre. Bien sûr, hein, cette formation ce soir est une formation très dense. Donc, si vous n'avez pas encore de quoi noter, de quoi prendre des notes, il faut le prendre. Pardon, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. L'administrateur peut couper le micro de celui qui parle. Ça marche. Alors, donc, voilà, donc c'est ça. Donc, essayez donc de voir comment vous pouvez prendre des notes. Bon, et vous concentrer. Parce que c'est quelque part, c'est ça, ça fait partie des problèmes que nous avons. Hein. C'est-à-dire que la capacité de se concentrer, la capacité de se concentrer quand on est sur quelque chose, c'est vraiment fondamental. Donc, je vais vous demander de faire l'effort de concentration pour que nous puissions tirer le maximum de cette formation parce que quand même, ce qui est en train de se donner là, vraiment, c'est des années de travaux qu'on est en train de vous donner. Donc, voilà. Essayez de tirer le maximum de profit. Ne perdez pas votre temps à ne pas vous concentrer. Bien, donc ça, c'était un peu en relation donc, avec les objectifs. Après les objectifs, ce qu'on peut ajouter toujours donc, au niveau donc, de la formation, c'est un peu donc les formateurs. Hein. Bon, voilà. Au niveau des formateurs, il y aura plusieurs intervenants. Bon, moi, je serai là comme ce n'est que 14 jours, bon, le formateur principal. Il y a des personnes ressources, des ingénieurs informatiques et autres qui sont dans les plateformes, donc ils vont intervenir pour vous faciliter l'utilisation des plateformes, tout ce qui est support technique, etc. Mais bon, si tout va bien, on fera l'effort de faire intervenir d'autres experts extérieurs pour toujours enrichir la formation. Alors, maintenant, notre leçon du jour, bon, peut-être les attentes. Comme vous n'étiez pas là, bon, disons un peu les attentes, hein, peut-être que c'est bon. On avait demandé à certains participants hier, 4 à 5 qui se sont présentés pour donner leurs attentes, pourquoi chacun est là, qu'est-ce qu'il attend. Bon, donc, on a eu ça. Maintenant, en ce qui concerne les formateurs, disons, en ce qui nous concerne, hein, donc formateurs et puis voilà, le bureau. En tout cas, on a des attentes. La principale attente, c'est d'apporter donc une contribution au développement. Parce que comme on doit le voir tout de suite, hein, la question doit être érigée en question donc de création d'entreprises et d'emploi doit être érigée en question de développement. En tout cas, ça, c'est notre conviction et c'est notre apport au développement donc, de la nation et de l'Afrique, de contribuer à l'émergence des talents en capacité donc de création de leurs propres emplois et des entreprises. C'est un peu, on va dire, comme voilà quoi, ceux qui recherchent maintenant les talents, des musiciens, des footballeurs, des artistes. Nous cherchons donc des talents entrepreneuriaux et de création d'emplois. C'est vraiment ça qu'on cherche pour accompagner, parce que c'est très important de notre point de vue pour le développement de nos pays respectifs. Alors, donc, notre premier thème de ce soir, c'est donc le poids du chômage et le changement de paradigme.
C'est un thème, j'espère que vous trouverez enrichissant. Parce qu'on va essayer de partager ensemble un certain nombre d'éléments qui doivent justement participer à votre motivation à créer vos emplois. Et puis, ne pas attendre que, bon, vous partiez, qu'il y ait des entretiens embauche ou des concours, quoi. Voilà, c'est ça qu'on cherche à regarder. Alors, sur le plan, donc, donc, Bonsoir, monsieur le alors, formateur. Qui active leur caméra et puis leur micro là. c'est vrai que c'est, en fait, j'ai un petit souci à voir leur micro, quoi, avoir leur son. Mais c'est quand même bon si les gens peuvent être disciplinés et puis et ce n'est pas vraiment dérangé, quoi. Ça, c'est très important. Bien, alors, donc, alors, maintenant, par rapport au poids du chômage, quels sont les objectifs de la leçon? Pourquoi le chômage est un défi majeur aujourd'hui? Ses conséquences et pourquoi éventuellement donc le changement de paradigme serait nécessaire? Alors, sur la question donc de l'objectif du module, ce que nous cherchons à voir ici en termes donc de l'objectif global de ce cours, de cette masterclass ce soir, c'est qu'on ait vraiment une vision globale du marché donc de l'emploi et vraiment tirer les conséquences. C'est quoi aujourd'hui le marché de l'emploi dans nos pays et en Afrique? C'est ça qu'il s'agit de voir d'abord ça, parce que c'est important d'avoir cet état des lieux là d'abord. Donc, pour ce faire, on a identifié à peu près 4 points, c'est-à-dire c'est devoir comprendre les importants efforts de création d'emplois, parce qu'en réalité, souvent, on n'a pas toujours les retours sur ces efforts-là. Ensuite, les efforts aussi que le système éducatif essaie de mettre en œuvre, éventuellement aussi les limites, et véritablement donc comprendre donc les défis de la création d'emplois donc, et des innovations qui sont essentielles pour l'Afrique aujourd'hui. Bon, donc, après les efforts donc, de création d'emplois, aujourd'hui, on va voir aussi les limites qui se posent sur ce terrain donc, d'activité. Voilà, quels sont les efforts, quelles sont les limites. Alors, maintenant, donc, on va vraiment aller sur donc, les efforts donc, et puis éventuellement les création d'emplois, Burkina en Afrique, au Burkina, et puis éventuellement les limites. Après, donc, on verra donc le système éducatif. Sur les efforts de création d'emplois, j'aimerais vous rassurer d'une chose. Depuis 2004, en 2004, vous vous rappelez sans doute que l'Union africaine a organisé la conférence de la création d'emplois de Ouagadougou. Ça s'appelait donc à l'époque Ouagadougou 2004. Et dans cette conférence, il a été accepté le principe que le meilleur moyen de lutte contre la pauvreté était d'aider les gens à avoir l'emploi. C'était la première fois que l'Afrique reconnaissait ce lien entre pauvreté et emploi. Et depuis cette date, depuis 2004, tous les États africains ont été encouragés à élaborer des plans de création d'emplois au profit donc des jeunes. Peut-être timidement, mais le principe est lancé. Tu vas pas les laisser là. Donc, si c'est comme ça, il faut envoyer le. Voilà. Donc, à partir donc de ça, beaucoup d'institutions ont été impliquées donc dans la création d'emplois en Afrique, avec vraiment beaucoup de moyens mis en œuvre.
Il y en a beaucoup, hein. Je vais citer quelques éléments seulement. Bon, une des institutions qui a véritablement donc contribué, c'est la Banque mondiale. Il y a beaucoup de projets hein, que la Banque mondiale a financés sur tout le continent africain, dans tous les pays. Il faut reconnaître ça parce qu'elle a mis beaucoup d'argent autour donc, de ces projets de création d'emplois. Il y a eu aussi des organisations internationales comme l'OIT, PNUD, etc., qui ont vraiment travaillé donc à créer aussi des emplois. Comme tu dis aussi le PNUD avec donc son projet, voilà, le projet donc, de développement durable des ODD, toujours donc voilà, un objectif donc de création d'emplois. L'Union européenne est dans la danse parce que ils sont concernés par l'immigration. Et ils ont vraiment beaucoup de projets de création d'emplois. D'ailleurs, peut-être que vous êtes informés, la rencontre Union européenne, Union africaine, hein, vous savez que presque tous les 2 ans, il y a une rencontre Union africaine, Union européenne sur des thématiques. La thématique de 2019 était comment, en réalité, donc, quelle synergie donc pour créer plus d'emplois en Afrique. C'était le thème principal. Et à cette rencontre-là, il y a toujours, quand il y a le forum entre les chefs d'État, non, quand il y a le sommet entre les chefs d'État, quand le sommet donc entre les chefs d'État, en général, il y a un autre sommet à côté qu'on appelle forum. Ça, c'est le forum, souvent, c'est donc le secteur privé. Dans le secteur privé de l'Union africaine et le secteur privé de l'Union européenne, qui se mettent ensemble pour discuter. Et ce forum-là, en réalité, ce forum-là, en 2019, là, était justement comment le secteur privé pouvait contribuer à la création d'emplois. Bon. Donc, c'était vraiment une problématique. Parce qu'à l'époque, là, c'est quand on a découvert les marchés d'esclaves en Libye, là, et tout le monde était préoccupé. En plus de l'immigration, que les gens mouraient en pagaille sur la route, il y avait quand même ce besoin que la conscience africaine et européenne s'interroge sur la problématique de l'emploi. Donc, ils étaient là pour ça. Et bon, moi, j'ai eu la chance de participer à cette rencontre à Abidjan. Et bon, c'était intéressant, c'était intéressant sur la question théorique. Je vous en parlerai par la suite. Alors, à côté donc de l'Union africaine, il y a l'Union européenne, l'Union africaine. Donc, il y a aussi l'Union africaine, même en dehors de l'UE, en dehors donc de l'Union européenne, l'Union africaine aussi a ses propres programmes de création d'emplois. Il faut saluer ça. Mais une institution qui a véritablement contribué à la création d'emplois, c'est aussi la BAD, la Banque africaine de développement. En 2016, la Banque a développé une stratégie qu'on appelle donc stratégie emploi jeune Afrique, qu'ils ont appelée donc la CEJA, qui avait pour vocation de créer à peu près 25 millions d'emplois. Et derrière ces 25 millions, on pensait que on pouvait créer donc des emplois additionnels d'environ 25 autres millions. Alors, donc, ça, c'est un peu la base. Après tout ça, vous avez donc aussi le Burkina. Ce que je veux dire pour le Burkina est valable pour tous les autres pays qui sont représentés ici. Je salue donc tous ceux qui sont vraiment à l'extérieur du Burkina qui nous suivent. Il faut savoir que chaque pays fait des efforts. J'aimerais vraiment que cette dimension-là ne soit pas occultée par la jeunesse. Parce que souvent, on a le sentiment qu'on ne fait pas grand-chose. Non, il y a des efforts qui sont faits.
Je donne le cas du Burkina, et c'est certainement la même chose dans les autres pays, ceux qui sont là pour faire les recherches. En 2019, 2020, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a fait donc sur le Burkina une recherche pour voir quels étaient les projets qui avaient des liens avec donc l'emploi des jeunes. Et ils ont sorti à peu près 77 projets dans les 10 ans là, 2009-2019. Donc, il y a vraiment des projets qui sont là, qui s'intéressent à la jeunesse. Ensuite, après ça, il y a eu d'autres projets qui sont venus, par exemple, le projet de promotion des jeunes dans le milieu rural, le projet emploi des jeunes, développement des compétences en milieu rural toujours. Bon, donc, il y a beaucoup de projets. Il y a le projet donc, la migration, les migrations. Il y a aussi, vous savez, le président Roch Kabore avec son projet initiative présidentielle donc, de création de 600 000 emplois. Bon, tout ça, c'était des projets qui étaient là pour vraiment dynamiser. Donc, il y a d'autres projets, donc aussi, actuellement, un projet présidentiel, initiative présidentielle pour dynamiser le secteur de l'éducation, l'initiative présidentielle de l'offensive agricole, tous ces projets, il y a le projet aussi Ecotech, qui est vraiment un des grands projets qui aujourd'hui essaie de renforcer donc l'employabilité des jeunes et de la création d'entreprises, un projet donc de près de 105 milliards. Donc, il y a énormément donc, des projets qui sont là, qui accompagnent la création d'emplois au profit des jeunes. À côté donc, des projets opérationnels, il y a des projets aussi d'appui. Maintenant, vous avez certainement entendu parler Attends, va. du projet. Quoi, hein? C'est pas simple. Qui a payé patate pour toi? Qui a payé patate? Madame, nous sommes en train de vous entendre. Hein? Voilà. Essayez de comprendre que si vous ouvrez le micro, les autres vous entendent. Alors, donc, au niveau de ces projets, je voulais citer par exemple d'autres projets comme le projet Doing Business, que vous connaissez, qui mesure la capacité donc, donc, des pays d'aller dans les affaires. On était 29e il y a 2019, maintenant on est assez, ça a reculé. Alors, il y a aussi le projet de création de fonds et le pilotage donc, de ces fonds au profit des jeunes. L'amélioration de la gouvernance du marché du travail fait partie donc, des stratégies d'appui. Et il y a d'autres stratégies comme l'entrepreneuriat par l'actionnariat populaire qui sont venus donc accompagner donc, tout le dispositif de l'employabilité, la nomination de services d'orientation dans les universités, dans les côtés locaux, etc. Bon. Donc, je voulais simplement qu'on reconnaisse que les États font des efforts. De mon point de vue, s'il y a un sentiment qu'on ne fait pas grand-chose pour la jeunesse, je vais dire non. En tout cas, de mon point de vue, il y a des efforts qui sont faits et je voudrais, ce soir, dans ces interventions-là, vous demander de reconnaître ces efforts-là. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il faut quand même dire? Effectivement, c'est vrai, il y a des efforts, sauf que ces efforts-là rencontrent des limites. Et effectivement, l'Afrique a une forte croissance, à peu près 5%, qui a été noté parmi pendant plusieurs années. Sauf que, malgré ça, bon, la problématique de l'emploi, malheureusement, reste une problématique. Et la BAD, même BAD, là, qui en 2016 avait dans ses études évalué le manque d'emploi à 15 millions pour l'Afrique. Bon, le besoin d'emploi. Le besoin d'emploi est de 15 millions, alors que le continent produisait à l'époque 3 millions, 3 millions 100 000. Alors, en 2019, ce besoin a augmenté. Il est passé à 20 millions 400 000. Et ce besoin n'est pas pour
pour couvrir tous les états, pour maintenir le niveau actuel du chômage. Sinon, pour couvrir les besoins d'emploi totalement, il y a certaines études qui ramènent d'avoir 30 millions d'emplois. Donc, au lieu de 15, on a doublé. Vraiment, il s'agit de ça. Bon, on a, 2019, il y avait des marchés d'esclaves qui étaient là. Là aussi, il faut aller voir si c'est vraiment totalement terminé. Parce que bon, ce qui se passe avec les immigrés jusqu'à présent, c'est pas simple. Bon. Maintenant, c'est la même au niveau, par exemple, du Burkina. Quelque part, on a un souci quand même d'employabilité d'entreprise parce que bon, le tissu, le plus grand tissu, on va dire, donc, entrepreneurial, c'est le secteur informel. Donc, il y a, en dépit de ces efforts-là, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des limites objectives donc, sur la création d'emplois. Il y a aussi des efforts, bien sûr, hein, en matière d'éducation. Vous savez, dans toutes les universités, il y a eu la création donc, des vice-présidents en charge donc, des relations professionnelles donc, entre universités et entreprises. Ça, c'est une volonté nationale, étatique et des institutions donc, de l'enseignement supérieur de créer une synergie hein, entre des établissements d'enseignement et les entreprises. Comment je pense qu'il faut saluer? C'est des mesures importantes qu'il faut saluer. Il y a aussi la création de nombreuses filières professionnelles qui accompagnent tout le processus. Oui. Ça va, la reprise, comment elle est? Les gens avec la nostalgie. Alors, donc, il y a, après tout ceci, il y a ce qu'on peut appeler aussi des choses encore plus évoluées. On parle des incubateurs, les créations donc d'incubateurs dans les universités. Et à ce niveau-là, il y a véritablement donc des universités qui sont aujourd'hui donc soucieuses, voilà, d'avoir des propres incubateurs. Et il y a eu des formalisations de partenariats entre des unités et des entreprises. Et il y a des institutions, hein, comme d'ailleurs, par exemple, qui accompagnent les universités pour disons donc, l'insertion des jeunes diplômés. Donc, il y a beaucoup d'efforts hein, qui est fait dans le système éducatif. Et je voudrais aussi qu'on reconnaisse ces efforts-là du système éducatif. Parce que souvent, on pense que rien n'est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même faites. Bon, sauf que là-bas aussi, on a des limites objectives. Nous, on a essayé de faire un peu le point on va dire, des dossiers de demande d'emploi, de candidature de la fonction publique et le nombre de postes donnés, livrés. En se disant que, bon, parmi les dossiers, là, on a pris une moyenne de 7. Et quand vous prenez ça, dans les calculs jusqu'en 2023, qui est en 2016, qui a commencé, qui était à peu près de 9%, 8,9%. Et en 2023, on se retrouve avec moins de à peu près 3%, sinon moins. Parce que la demande est de plus en plus forte, mais l'offre de plus en plus faible. Je pense que cette année-là, on a essayé un peu d'augmenter un peu, mais bon, nous sommes dans une situation où l'administration publique ne peut pas véritablement prendre tout le monde. Ça, c'est pas possible, parce qu'en réalité, les budgets sont limités, et puis on a aussi ce qu'on appelle un peu les ratios budgétaires qu'il faut respecter. Les critères de convergence, etc. Bon, voilà. Donc, il y a l'éducation fait des efforts, mais au vu des résultats, il y a des limites aussi objectives hein, que nous avons par rapport à ça. J'aimerais ici peut-être faire écouter un peu quelque chose sur, sur l'éducation, qui semble dire que, bon, quelque part, je vais tenter quelque chose. Attendez-moi. L'école, ou simplement le système éducatif, a brisé des rêves, détruit des talents et la vie de millions de personnes dans le monde.
Nous passons plus de 20 ans de notre vie à étudier, de la maternelle au doctorat, et au final, de sortir avec très peu de choses que l'on sait sur la vie qui nous attend en particulier. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 3 choses très importantes qu'on nous cache à l'école et qu'on devrait tous savoir, mais que personne ne nous dit. La première chose que vous devez savoir, c'est que l'école nous donne une mauvaise définition de l'échec. J'ai toujours pensé qu'échouer était une fatalité. Je regardais très mal ceux qui rataient leurs études. J'ai vu tout cela d'une manière différente. On se bat pour avoir des notes et au final, on essaie simplement d'éviter une chose. C'est un échec. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt à gagner. C'est ce qu'on aurait pu apprendre indirectement. La deuxième chose que vous devez savoir sur l'école est que le premier de l'école n'est pas nécessairement le premier dans la vie. Vous pouvez être le dernier de votre classe et réussir dans la vie, car votre avenir n'est pas forcément bloqué sur le banc. Il est peut-être destiné à faire autre chose que l'école. La troisième chose que vous devez savoir est que tout le monde est un génie et l'école ne facilite pas la vie. Les êtres humains possèdent différents types d'intelligence. Malheureusement, le système éducatif est souvent centré sur une seule forme d'intelligence, en négligeant les autres formes d'intelligence. Ainsi, certains élèves doués dans d'autres domaines peuvent se sentir ignorés ou sous-estimés. Il faut comprendre que tout le monde est un génie. Alors, l'école devrait-elle arrêter de nous faire croire que nous sommes stupides? Oui. C'est juste que tout le monde n'est pas à sa place dans le système éducatif actuel. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans vos plans futurs et surtout comprendre que l'école ne garantit pas forcément la réussite dans la vie. Bien, donc là c'est un peu quelques éléments donc, sur l'école. Hein. Il y a beaucoup de... Beaucoup de... Oui. En tout cas, elle, c'est pas la veille. Le fond, c'était pas la veille. Parce que, bon, comme c'est le responsable de la mutuelle, ça lui, moi, j'ai passé l'information. Premièrement. Et après, j'ai dit à madame, quand je vous disais, j'ai dit à monsieur le fond, il a dû oublier peut-être. C'est pas simple, hein. Et je vous ai rappelé. C'était 3 jours. Vous voyez un peu comment ça se passe, hein. Habituellement, on a des... Il y a un besoin de, comment dire, d'effort pour être un peu dans... pour ne pas trop... faut faire attention. Alors, maintenant, donc après les systèmes éducatifs, donc les limites de la création d'emplois et les limites du système éducatif, c'est que peut-être je vais revenir sur... Donc, ce que je voulais... Vous n'avez pas la possibilité de bloquer les autres là, ceux qui dérangent là. Oui, je dois peut-être... En tout cas, je dois pouvoir le faire, sauf que je dois... Bon, peut-être qu'il faut que j'active autrement les choses. Je vais activer ça autrement. Bon, on va essayer de voir. Bon, on va faire appel à l'autodiscipline de tout un chacun. Ça va vraiment nous aider, quoi. Alors, donc je disais que après les limites, j'aimerais qu'on voit ensemble un peu ce qui peut être considéré comme quelque chose de très, très essentiel, donc les besoins d'emploi en Afrique. Et surtout les opportunités que cette question-là peut nous parler. Donc, bon, on part du principe que, comme ce que je disais tantôt, le besoin, malheureusement, il est réel. Hein. Comme je dis actuellement là, l'estimation, c'est de 20 400 000 emplois par an pour maintenir le niveau actuel du chômage. C'est ça l'étude officielle que la BAD a déposée sur la table. Et je pense que la plupart des étudiants travaillent sur ça. Bon, d'autres éléments de conséquence aussi que nous voyons avec des chiffres qu'on peut aller chercher, hein, c'est les morts de l'immigration.
Ça, c'est d'autres statistiques qui sont là encore, franchement. Parce que ça fait très mal de savoir que, bon, voilà quoi, il y a des gens qui fuient leur pays par manque d'emploi pour aller mourir dans le désert ou dans la mer. Ça, ils sont nombreux. L'autre élément, c'est un peu l'insécurité avec donc les djihadistes. Bon, on va revenir sur ça parce que bon, ça c'est on peut fermer les yeux, mais ça serait difficile d'occulter qu'il n'y a pas, c'est un lien zéro avec la question donc du manque d'emploi. Ensuite, il y a le développement donc de la délinquance juvénile. Parce que là, il n'y a rien à faire. Hein. Là où il y aura des difficultés, il y aura des délinquants juvéniles. Par exemple, tous les braquages et autres qui se font là, très souvent, c'est lié à ça. Par contre, il y a un autre élément d'envergure et je ne suis pas certain que, même au niveau des États, cette question n'apparaît pas souvent et je ne sais pas si à votre niveau, c'est déjà apparu. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que le continent africain perd environ 500 milliards de dollars de dividendes démographiques. Effectivement, l'UNFPA a fait une étude pour dire que si l'Afrique arrive à trouver de l'emploi pour la santé, vous savez, la dividende démographique, c'est 3 volets, hein. C'est la santé, l'éducation et l'emploi. Surtout si l'Afrique arrive à trouver donc l'emploi pour ces jeunes, le continent va économiser environ 500 milliards de dollars par an. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que le fait que la jeunesse n'a pas d'emploi, c'est un double problème. Le premier problème, c'est que si vous n'avez pas d'emploi, il faut que quelqu'un subvienne à vos besoins. Donc, vous êtes une charge. Vous empêchez la personne d'autres personnes donc d'investir parce qu'ils vont s'occuper de vous. Donc, vous êtes une charge en fait, si vous n'avez pas d'emploi. Maintenant, à contrario, si vous avez un emploi, non seulement vous n'êtes pas une charge, mais vous contribuez au développement. C'est ça qui fait qu'on parle de dividendes démographiques, là, c'est ça. C'est ce qu'on perd en ne travaillant pas et ce qu'on gagne en travaillant. C'est ça la dividende démographique. C'est pas plus, en fait, dans ma compréhension, je ne suis pas spécialiste. Bon, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais c'est ce que j'ai compris de l'explication qu'ils ont donné donc de la dividende démographique. Alors, ça c'est le premier élément. Bon, moi, je cherche aujourd'hui à ce quand on parle de dividendes démographiques, qu'on ne parle pas seulement de masse de choses qu'on va avoir, etc. Mais qu'on fasse, en réalité, qu'on transforme la dividende démographique en dividende économique. Donc, j'essaie de faire des calculs. Je prends par exemple donc les 20 millions 400 sur les 500 milliards. Quand vous regardez, ça fait à peu près plus de 20 000 dollars que le travail peut apporter. Moi, j'essaie plus de 25 ou 26 000 dollars à peu près. J'essaie de rentrer dans ça pour diviser, on va dire, donc la part qui va revenir à l'éducation, la part de la santé, la part de l'emploi. Et quand on ramène l'emploi qui est le plus difficile à 41%, donc on se retrouve environ avec 10 000 dollars par emploi. Donc, si un pays arrive à créer de l'emploi, ce pays multiplie donc le nombre d'emplois créés par environ 10 000 dollars. Parce que ça veut dire que les charges qui est données aux jeunes, ce que les jeunes vont apporter là, c'est à peu près l'équivalent de ça. Bon, donc, aujourd'hui, on est en train d'investir partout. Dans tous les domaines, on est en train d'investir.
mais peu dans le domaine de la création d'emplois. Or, apparemment, c'est là-bas qu'il y a le plus grand bénéfice à investir. Parce que 10 000 $, là, si vous prenez peut-être 1000 ou 2000, vous pouvez créer un emploi pour quelqu'un. À partir de là, si la personne apporte 10 000 $, c'est quoi de bénéfice? Ça, c'est multi, et voilà, c'est X, 500%, 500, 600% de bénéfices. Donc, c'est des projets comme ça que nous peuvent apporter à nos pays, à l'Afrique. Donc, le plaidoyer que nous sommes en train de faire, c'est de dire qu'il faut véritablement aujourd'hui donc investir dans la création d'emplois. Maintenant, un autre constat. L'autre constat, c'est que toujours la même BAD a dit qu'en 2050, la population africaine va doubler. Donc, ça va aller actuellement donc, de 1 milliard à peu près 750, ça va peut-être passer à 3 milliards 500. Et dans ces 3 milliards 500, donc la moitié sera jeune, moins de 25 ans, 24, 25 ans. J'aimerais vous demander d'imaginer, imaginez un peu ce que sera en l'an 2050 si on n'arrive pas à trouver un système qui crée des emplois massifs. On reste avec notre même système aujourd'hui. Imaginez ce que ça va donner. Et j'aimerais bien insister sur un point important. Bon, tous les jeunes qui sont actuellement qui sont connectés là, apparemment, si vous êtes dans la tranche des 25-30 ans, ce qui va se passer, c'est que vous serez aux affaires dans 25 ans, vous serez donc dans les 50 ans à peu près. 50, 55 ans. En tout cas, même si vous avez 20 ans, dans 25 ans, vous allez avoir 45 ans. Vous serez aux affaires. Donc, ce que je cherche aujourd'hui à dire à tous les jeunes, c'est que si nous ne trouvons pas un système qui est capable de nous sortir de cette léthargie en matière d'emploi, qui peut véritablement donc innover et créer des emplois massifs, vous, en 2050, bon, peut-être nous autres là, probablement, je ne serai plus là, hein. Bon, 25 ans, même si on est là, voilà, quoi, c'est pas quoi faire, on ne sera plus aux affaires. Au moins, ça, c'est certain, on ne sera pas aux affaires. Mais donc, c'est vous qui êtes concernés. Donc, la question de fond, c'est que si aujourd'hui, vous ne trouvez pas ça, et je vous le dis aujourd'hui, vous notez, hein, je ne serai pas là, je ne serai pas là en 2050 probablement. Mais notez ça, si vous ne trouvez pas une solution, quand vous serez aux affaires en 2050, les jeunes ne vont pas vous laisser. Parce que la manière dont les gens sont en train d'évoluer, de se libérer là, ça ne sera pas possible d'avoir des situations où il y aura une classe qui va peut-être vivre tranquillement et une classe qui va être dans la difficulté. Ça sera très, très difficile en 2050 d'avoir notre situation aujourd'hui là. Donc, si vous voulez ne pas subir, il faut qu'ensemble on regarde comment on peut trouver une solution qui va innover et créer des emplois massifs. Avant ça, j'aimerais bien que vous puissiez intégrer ça dans les réflexions. Donc, si on ne peut pas trouver un système ingénieux d'ici là, et là, je suis en train donc de dire que, bon, voilà quoi, il y a une nécessité d'innovation, de trouver des systèmes à fort impact de création d'emplois. Sinon, le chômage va véritablement exploser et la bombe là va nous atteindre. Alors, maintenant, si on revient donc au niveau du Burkina, bon, ça c'est le patronat. Hein. Le patronat estimait qu'on avait à peu près 300 000 jeunes qui sortent du système scolaire par an, scolaire universitaire. Bon, ces chiffres que je suis en train de donner doivent être vérifiés. Ce pas des chiffres officiels, c'est pas des chiffres officiels, c'est
des extrapolations. Pour dire que quand on a voulu recruter les VDP, avec à peu près 50 000 qui sont partis sur le terrain, certainement on a dû ajouter. Et au vu des victoires qui se font tous les jours, et que les djihadistes continuent toujours d'alimenter les circuits et puis d'occuper les terrains, tout le territoire, bon, on peut penser qu'ils sont aussi nombreux que les VDP. C'est pour ça que j'estimais, moi, à peu près 100 000 des jeunes qui sont engagés donc, sur le théâtre des opérations donc, des djihadistes. Parce que, bon, voilà, c'est à peu près ça. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes plus nombreux qu'eux, parce que finalement, bien qu'on est en train d'avoir des victoires, on continue toujours de se battre. Ça veut dire qu'il y a vraiment un équilibre, souvent, ils sont aussi, certainement aussi nombreux, quoi. Alors, ça, c'est un peu l'élément. Donc, maintenant, cet état d'esprit aussi, donc, en train de développer, donc, bon, comme vous le savez, quand vous êtes dans la guerre, il y a un esprit criminogène. Quand tu vois ce que les djihadistes sont en train de faire, aller trouver des villages, les chasser, brûler, c'est vraiment pas humain. Bon, donc, c'est l'esprit qui est là. C'est la même chose aussi le traitement qu'on les fait. Donc, ça crée un esprit criminogène. Ça développe une culture aussi d'extrémisme. Il y a des gens, voilà, actuellement, il y a des gens pour dire que, bon, il y a bon, pour diviser les gens hein, dans le pays, pour dire qu'il y a d'autres qui sont pro quoi, pro etc. Quand c'est comme ça, c'est ce que ça donne. Maintenant encore, il y a ce que je faisais faire écouter sur le système éducatif, ce n'est qu'une petite partie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment des critiques du système éducatif. Bon, tout ça donne le sentiment qu'il faut essayer de faire quelque chose pour trouver une solution à la question donc, de l'emploi. Bien, maintenant, ce on va juste essayer donc d'avancer puis terminer avec ça pour dire que bon, il y a peut-être sur ce plan-là une lueur, et c'est ça peut-être qui justifie que je puisse aujourd'hui vous en parler, puisqu'il y a un système qui a actuellement été créé, en tout cas au Burkina, hein, qu'on peut considérer donc comme un système africain. Je dis que c'est un système qui est aligné avec une mission de vie, puisque finalement, trouver sa mission de vie est une chose importante pour chaque personne. En ce qui me concerne, la mission de vie a été trouvée parce que j'ai décidé, quels que soient les postes que j'avais, quelles que soient les situations sociales que j'avais, de laisser ça pour me concentrer sur comment je peux aider à l'acquérir des emplois. Parce que j'ai vécu une expérience en 1990 qui m'a marqué et qui fait que, bon, j'estimais que, bon, voilà quoi. Quel que soit ce que je fais, ça me rattrape. Il faut que je travaille à la création d'emplois. En fait, j'ai géré un projet quand j'étais responsable des domaines de Bobo, donc chef de service des domaines de Bobo. Là. On a commencé les projets de digitalisation donc, des parcelles. Là. Et à l'époque, donc, j'avais donc des budgets pour recruter voilà, des gens pour faire des saisies. Là. On avait sur 1 an ou 22 ans de travaux comme ça. Et quand j'ai vu comment les gens se battaient pour les postes, pour le travail en 90, là, ça m'a vraiment déjà sonné. Parce que quand vous êtes dans l'avion, vous n'êtes pas au courant de toutes choses. Parce que bon, voilà, quoi, chacun son travail tranquille. Hein. Mais quand tu vois de l'extérieur comment ça se passe, moi, ça m'a vraiment, c'est resté dans mon subconscient. Et bon, voilà, quoi, amené donc à démissionner d'importants postes pour les gens. Quelqu'un disait que quand ils ont appris que je voulais démissionner, quelqu'un disait que, voilà, que ses ennemis l'ont eu. Parce que soit tu es fou, soit tu as été, voilà quoi, on a dû travailler maraboutage parce que d'autres voulaient tes postes. Bon, moi, j'étais parti parce que vraiment, je voulais contribuer à la création d'emplois. C'est ce qui s'est passé. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que ce projet donc, a bénéficié de 25 ans de recherche, action et d'investissement. Vraiment, hein, voilà, soutenu. Bon, il y a des résultats inédits. Parce que bon, voilà quoi, ça a été reconnu au-delà du Burkina, au-delà de l'Afrique. Il y a des gens qui ont reconnu que c'est un bon produit. De nombreux témoignages
il y a une vision donc de mission très claire actuellement. Donc, c'est trouver un programme donc à fort impact d'emploi qui va aider le système éducatif en même temps qu'ils sont en temps d'emploi. Et fait une référence mondiale que les gens peuvent prendre et puis améliorer. Donc, la vision est très claire sur ce que nous voulons apporter. Les objectifs sont très clairs. Les attentes très claires aussi. Bon, donc, il y a une nécessité donc d'assumer. Et sur ce plan aussi, on est prêt à assumer. Et on veut le faire avant donc comment vraiment la formation. Le programme a été testé avec l'Agence universitaire de la francophonie. En tout cas, je ne sais pas si vous avez suivi donc, les témoignages des premiers des participants. Mais bon, on veut aller encore plus loin et tester ça avec encore d'autres personnes, de façon d'autres au milieu universitaire. Maintenant, on veut les tester, donc c'est ouvert. Je pense qu'ici, voilà, dans les exercices qui vont venir, là, vous allez voir, j'espère qu'il y aura beaucoup de profils et beaucoup de pays pour qu'on regarde si c'est un programme qui, voilà, qui peut être international, par exemple. Voilà. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de chercher actuellement. Alors, donc, j'ai un peu terminé le volet présentation véritablement donc, du thème. J'aimerais terminer avec les exercices que je vais vous laisser et puis revenir donc à nos échanges. Bon, le premier exercice, c'est dire que, bon, ça c'est déjà fait, hein, c'était qu'on crée donc un groupe WhatsApp véritablement donc d'échanges autour donc de la problématique. Ça c'est déjà créé, on est dans une communauté. Vous avez remercié tous ceux qui ont déjà intégré la communauté. Ensuite, le second exercice qui va vous être demandé, c'est très, très important, c'est que vous puissiez faire donc un pitch de présentation et porter donc dans le groupe. Et ce pitch-là va donc vous demander de vous présenter très bien parce que il s'agit chacun de dire vraiment qui il est, quelles sont ses compétences, et quelles sont vraiment ses attentes, quel type de collaboration il aimerait avoir avec éventuellement l'ensemble des participants. Parce que l'objectif ici, c'est, il faut vous dire que c'est vraiment un pilier du système, c'est de créer une communauté où les gens vont se soutenir. Une communauté où on va aller avec des personnes qui veulent voir les autres réussir. Que si vous avez un projet, les gens vont vous soutenir. Parce qu'en réalité, souvent à l'extérieur, même avec nos amis les plus proches, ça c'est malheureusement un constat. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours des gens pour vous dire que bon, tu ne pourras pas, ici, là, pour que tu penses, est-ce que pour laisser tomber. Bon, on voudrait un cadre où tu veux faire fonce. Tu as la capacité, on te croit, on te soutient. C'est ce cadre-là qu'on veut créer et on va demander vraiment à chacun de se présenter et de donner ses attentes dans le groupe-là. Alors, troisième exercice, voilà, tout ça, là, ça va être les données, hein, c'est vraiment de dire un peu, bon, voilà, 3 ou 4 choses hein, dans ce que nous avons donné là, qui vous ont marqué. Bon, on peut le faire tout de suite dans les échanges, mais en l'écrivant, c'est encore mieux. Vous écrivez, vous postez, les gens, on va suivre ensemble, on va regarder. Quatrième exercice. Sur une échelle de 1 à 5, 1, pas du tout convaincu. 2, peu convaincu. 3, passablement. 4, assez bien. Et 5, très bien. J'aimerais que vous notez donc votre conviction de la création d'emplois. De votre emploi. Est-ce que c'est votre responsabilité ou bien c'est la responsabilité d'autres personnes? Par rapport, est-ce que la relation de votre relation avec l'emploi est-elle de votre responsabilité ou bien de d'autres personnes?
notez entre 1 et 5 la question. Alors, maintenant, si vous pensez que avec ce que nous sommes tout ce qu'on a essayé de dire, pour dire que bon, il y a eu des efforts hein, des États, de l'éducation, mais globalement, le marché de l'emploi est un marché difficile, pas seulement pour le Burkina, mais pour tout le monde entier, et qu'il faille donc regarder comment chacun peut faire pour ne plus attendre, parce qu'il n'y en a pas, l'offre est faible. Alors, est-ce que vous pensez que à partir de ça, il vous faut essayer de changer votre paradigme, de votre relation avec l'emploi? Essayez donc de nous dire combien, voilà, jusqu'à 5 là, combien, quelle est votre note. Mais aussi, si vous pensez que c'est le cas, est-ce que vous pouvez identifier 5 choses que vous pouvez faire qui vont donc vous aider à changer justement de paradigme? Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce qui peut être fait par vous-même pour vous aider à évoluer dans vos changements de paradigme? Bien, j'avais voulu prendre 1 heure, pas plus, pour présenter le thème. Je pense qu'on a commencé à 18h07. Il est actuellement 17h07, il est actuellement 18h07. Donc, je vais m'arrêter ici et vous donner la parole. Allez, maintenant, à vous la parole. Je vous écoute, mesdames et messieurs. Alors, donc, pour qu'on soit, donc, je peux vous lever la main, puis bon, prendre la parole. Allez-y, le micro est à vous. Parce que moi, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin aussi d'échanger avec vous, voir vos retours, les points sur lesquels vous pensez que, bon, voilà, pas convaincu, ça ne vous convient pas, les points d'éclaircissement et vos propres contributions. Voilà, c'est vraiment ouvert. Bon, alors, M. Kavoré, je vous note. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Bon. Alors, dans ce cas, allez-y là, M. Kavoré. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, très bien, très, très bien. Ok, Kabori Lassina. Oui. Merci beaucoup, Président, pour votre brillante présentation. Et le thème ou la thématique est plus que d'actualité, d'autant plus que moi-même, je suis, je ne dirais pas un expert, mais je suis dans le domaine de la création de l'emploi au ministère en charge de l'emploi et de la jeunesse. Formidable. Et effectivement, c'est une réalité. Il faut vraiment qu'on change de paradigme. On ne sait pas si actuellement c'est les jeunes ou les demandeurs d'emploi qui sont plus orientés vers l'emploi dépendant, ça veut dire l'emploi salarié, ou bien c'est des opportunités qui des opportunités de création d'emplois indépendants qui n'existent pas. Mais je pense que le deuxième cas n'est pas tout à fait vrai parce que il y a tellement d'opportunités de création d'emplois. Comme vous l'avez si bien dit, c'est le système éducatif, le parcours qui fait le parcours éducatif qui fait que nous pensons que tout ce que nous faisons, nous faisons à l'école, c'est aboutir à un emploi salarié. Mais de plus en plus, comme vous l'avez si bien dit, même les universités
par lesquels nous sommes passés pour être salariés aujourd'hui sont en train de changer. Je sais qu'à l'université, dans presque toutes les universités, il y a une vice-présidence chargée en relation avec le monde entrepreneurial. Et ce qui fait que actuellement, il y a de plus en plus, on est en train de mettre en place des mécanismes ou bien des curricula, insérer des curricula de façon parallèle dans le système académique afin de permettre aux étudiants d'être encore plus en contact avec le monde professionnel. Et pour ajouter sur ce que vous avez dit, quand on prend par exemple à l'université Joseph Kizerbo, il y a ce qu'on appelle le pôle de pré-incubation entrepreneuriale qui est mis en place suite à un arrêté conjoint signé du ministère en charge de l'emploi et de l'enseignement supérieur plutôt, qui instaure le statut d'étudiant entrepreneur du FASO. Et ce statut permet aux étudiants de concilier les études académiques avec la richesse de l'emploi et surtout le volet entrepreneuriat. Donc, dit que actuellement, nous sommes en train de tout faire pour que les jeunes puissent être beaucoup orientés vers l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Donc, maintenant, moi, bon, pour ne pas monopoliser, j'ai une question à vous poser parce que de votre on veut profiter aussi. Vous avez parlé de 2050, d'ici 2050, la population africaine va que la jeunesse va représenter, la jeunesse va représenter 50%. Et quand on regarde, avant, on nous disait que quand tu as le BPC ou tu as le bac, on te demandait quel emploi tu veux et puis automatiquement tu es employé. Avec le temps, on est arrivé à un moment où il faut passer par un concours pour entrer dans la fonction publique. Et vous avez présenté des chiffres ici qui montrent que vraiment la fonction de l'administration publique ne peut pas résoudre le problème de chômage à elle seule. Et est-ce que, selon vous, est-ce qu'il n'y aura pas un moment où l'entrepreneuriat actuellement que nous sommes en train de mettre, de brandir comme solution au chômage sera aussi saturé? Parce que quand je regarde la progression des choses, est-ce qu'il n'y aura pas un moment où l'entrepreneuriat serait déjà saturé? Si c'est le cas, est-ce que nous ne devrons pas dès maintenant penser à une autre forme d'emploi des jeunes? Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ok. Merci beaucoup, M. Kaboré. C'est vraiment un expert, hein. Parler avec une bonne contribution à la formation. Merci, hein, merci vraiment. D'accord. Bon, donc il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Je prends avant de répondre bien, je vais arrêter la question de M. Kaboré. Qui avait levé la main là? La main n'est plus là, hein. Je ne la vois pas. C'est moi, monsieur. Oui, c'est quel nom? C'est Vaïd Agonvi. Ah, oui, d'accord. Oui. D'accord, allez-y, on va prendre deux questions et puis je... Bonsoir, cher monsieur, bonsoir à tous. Vraiment, merci pour ce séminaire et cette conférence. Oui. Vraiment, les points que vous avez abordés au niveau de ce premier thème, ça m'a vraiment, vraiment touché. Et surtout, la problématique de la façon dont on voit l'éducation. L'éducation aujourd'hui, l'éducation offerte dans nos écoles, les formations offertes dans nos écoles et universités,
C'est ça qui nous, vraiment, le contenu ne nous permet pas, n'a pas permis vraiment aux jeunes de, de penser à l'entrepreneuriat, au fait. Et aussi, il y a l'autre aspect, sont les parents. Nos parents qui, dans leur optique, c'est d'aller à l'école et de trouver, d'être mis dans un bureau, de trouver de l'emploi dans un bureau. Hein, la vision du bureaucrate, c'est ça qui nous a freinés jusqu'à présent. Maintenant, je pense que, à mon avis, pour pallier à tout ça, la question de création de l'emploi, moi, je suis plus qu'on soit plus en coopérative, hein, telle que l'initiative, votre initiative, d'être entouré des personnes, de travailler en coopération avec les personnes de divers horizons. Je pense que c'est une bonne initiative et vraiment, je vous remercie pour ce travail depuis 25 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Makoubi. OK. Donc, on va... ouais, il y a des mains levées. Hein. Non, mais c'est bon, c'est les deux, là. M. Kabora avait déjà levé sa main, donc c'est bon. Bon, je crois que c'est bon, hein. Il y a quelqu'un qui lève encore la main, petit, hein. Bon, donc je vais essayer de répondre à ces deux questions, le temps de revenir sur Donc, merci, monsieur donc, Didier. Donc, je remercie monsieur Kabore pour sa pertinente question. Alors, bon, toutes vos contributions, je suis parfaitement d'avis avec vous. Hein. C'est vraiment des contributions qui vont enrichir la conférence. Donc, c'est une bonne chose. Surtout avec la question, par exemple, du statut de l'étudiant entrepreneur. C'est-à-dire que tout ça, ça va partir justement des efforts de l'État pour aider un peu, donc, voilà, l'employabilité de la jeunesse. Ça, en fait, c'est ça, quoi. On va reverser ça là-bas. Maintenant, je pense que la question est importante que par rapport, donc, bon, à 2050, là, effectivement, bon, il faut déjà vraiment regarder, quoi, parce qu'effectivement, ce moment-là, le problème va être assez crucial. Bon, donc c'est bon. Maintenant, donc, par rapport, donc, est-ce que l'entrepreneur sera saturé? C'est une bonne question. Bon, sur ce plan, j'ai deux approches. La première approche, c'est que l'Afrique, bon, moi j'ai fait, par la suite, là, vous allez voir, il y a un module on va développer, donc, en réalité, sur les liens entre entrepreneur et développement. Et là, j'essaie de montrer que le problème du développement est avant tout un problème en réalité de tissu entrepreneurial. Et si vous prenez le tissu entrepreneurial du Burkina, vous allez voir un peu les chiffres, hein. Mais depuis, ça bascule entre 100 à 200 000 entreprises vraiment qui sont opérationnelles, qui sont déclarées, tout, quoi. Moi, je les mets à peu près à 150 000, 100, 200 000. Donc, en fait, voilà les 150 000 là. Si vous faites les ratios avec les 22 millions, on se retrouve vraiment avec un taux de moins de 0,7%. Vous voyez? Et ça veut dire que si vous prenez un entrepreneur, il doit subvenir aux besoins d'environ 140 personnes. Bon, donc, manifestement, c'est difficile de se développer avec une faible masse entrepreneuriale. Ça fait que d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il y a peu de gens qui payent les charges fiscales. Donc, les impôts sont lourds parce que, bon, la masse fiscalisante est faible. Donc, quelque part, cet effort d'aller dans l'entrepreneuriat, là, en tout cas pour notre pays, là, c'est-à-dire qu'on est notre pays pour le poursuivre.
Parce que le vrai problème, c'est que si l'argent n'est pas dans l'entrepreneuriat, il n'est pas recyclé. Quel que soit l'argent que vous donnez à une personne, si ce n'est pas dans une entreprise, l'argent là ne pourra pas recycler, se créer voilà, des revenus, payer ses charges et une partie une partie d'investissement. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est là que c'est l'outil de création de richesse en réalité. Et si on n'en a pas beaucoup, les richesses restent faibles. Ou, parce que les richesses restent faibles, pourquoi? Parce que nos besoins sont comblés par des entreprises extérieures. Hein. Parce que c'est ça aussi le vrai problème. C'est-à-dire que comme nous n'avons pas la capacité entrepreneuriale de développer, de satisfaire à nos besoins, on va importer. C'est ça qui est aujourd'hui le système d'import-export. Parce qu'on n'a pas la capacité de créer nous-mêmes. C'est ça qui fait que les bénéfices, les multinationales qui sont là, viennent créer, emportent beaucoup de bénéfices. Parce que nous n'avons pas, notre tissu entrepreneurial est très faible. Vous voyez? Donc, ça fait que la question d'entrepreneuriat, je vais vraiment y revenir après sur ça. Il faut lier ça véritablement donc à la question de développement. C'est ça que nous disons. On est rentré dans ça parce que, de notre point de vue, tant qu'on n'aura pas ça, il n'y aura pas de développement. C'est le problème des pays de l'Afrique. Moi, je pense que certainement, il y a parmi nous des gens qui nous suivent à partir de la RDC. Hier, j'ai eu le bonheur d'avoir un message de quelqu'un qui a Beaumont qui essaie de suivre. Bon, pendant que vous prenez la RDC, bon, peut-être que ce pays n'a pas, sur le plan des richesses, sur le plan des hommes, sur le plan du marché, ce qui n'a pas, puisque j'étais là-bas, moi j'ai fait presque 1 an de travaux là-bas, c'est le tissu entrepreneurial qui est très très faible, vraiment faible. Résultat, bon, il y a des autres qui amènent leurs entreprises, qui apportent leurs marchandises et l'argent que nous produisons donc sort, ou bien on vient prendre les minéraux pour aller travailler ailleurs, nous revenons vendre cher. C'est comme ça le système en réalité. Si nous ne pouvons pas créer, d'autres vont créer, nous allons consommer. Bon, donc c'est pour dire que dans un premier temps, je pense que l'Afrique a besoin d'entreprises, à mon avis. Maintenant, ça ne sera pas saturé, c'est possible. Mais pour le moment, je pense que ce n'est pas, ça, de mon point de vue, ça ne doit pas être à l'ordre du jour. Par contre, un fait qui est là, et puis d'abord, M. Kaboré, je voulais noter ça avec, il n'est pas aisé de créer des entrepreneurs. C'est l'un des métiers les plus difficiles. C'est pour ça que, à côté des entrepreneurs, il faut avoir d'autres types de métiers. Et dans les échanges que nous allons avoir par la suite, je vais vous présenter justement les concepts de nouveaux types de métiers que nous avons créés, qui va, on va dire, donc, accompagner l'entrepreneuriat. Que si vous ne pouvez pas devenir entrepreneur, vous devenez quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé d'aller toujours à l'entretien embauche. C'est comment on peut donner des emplois qui ne soient pas des emplois forcément d'entrepreneurs et des emplois salariés. Quel type d'emploi on peut créer à l'intérieur? C'est ça qui est en réalité les travaux, c'est ça que nous avons fait nos travaux. Et on aura peut-être certainement l'occasion de présenter ça avec. Alors, maintenant, si pour M. Vaïd Apouvi, merci pour vos observations. Bon, je pense que c'est vraiment des contributions que vous avez apportées. Sinon, la question en réalité donc, du système éducatif et des parents, effectivement, font partie intégrante de notre situation actuelle. Parce que, bon, moi j'ai eu tout à l'heure une cohorte de 200 étudiants avec l'AIF là. Que quand vous avez parlé de préincubation, là, M. Kaboré, j'ai fait ça cette année pour le compte de l'AIF. Et l'avantage, c'est qu'on a eu vraiment la chance d'avoir des gens qui se sont battus pour quitter la mentalité
de non-création. Parce qu'en réalité, l'école, votre mentalité de succès, c'est la capacité de répétition. Est-ce que vous pouvez répéter les cours qui sont donnés? Or, la vie entrepreneuriale, c'est la capacité de création. C'est tout à fait différent. Donc, effectivement, c'est deux mentalités différentes. Si vous restez dans la récitation, il faut que quelqu'un fasse pour que vous puissiez faire. Vous ayez un chef qui va vous dire faire ça. Mais si vous êtes dans la création, vous avez envie d'innover, d'initier vous-même des choses. Voilà. Donc, ça fait que les élèves doivent se battre contre cette chose qu'ils ont reçue. Et se battre aussi avec les parents qui ne veulent pas qu'ils prennent les risques. Ils restent plutôt dans les schémas voilà, emploi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un risque. J'en sais quelque chose parce que quand je voulais quitter, c'était pas facile aussi. Et donc, quelque part, effectivement, les parents aussi contribuent. Mais, par rapport à votre proposition, en tout cas, de créer donc des cadres, je pense que ces cadres, effectivement, sont nécessaires. Parce que ça va aider tous ceux qui veulent avoir des initiatives de trouver un cadre adéquat pour ne pas être découragés par ceux qui ne sont pas dans le processus donc, de création. Parce que ça, c'est important quand même. C'est important parce que la plupart des gens abandonnent parce qu'ils ont trouvé des gens qui ne les ont pas accompagnés, qui les ont plutôt tirés vers le bas. Et s'il y a un cadre qui refuse ça, parce que ce qui est important de noter, et ça vraiment j'aimerais peut-être que vous enregistrez ça. Quelqu'un disait, moi je peux prendre cet exemple-là. Quand vous confiez un secret, quand vous confiez un secret, c'est pas simple. Hein. Quand vous confiez un secret, le secret a tendance à vouloir sortir. Vous avez besoin, vous avez envie de faire sortir ce secret-là. Je vois M. Jean-Jacques Yem qui est connecté. Bienvenue, grand chef, tout mon grand frère. Et donc, en général, quand vous avez, c'est pour dire que quand vous avez une idée, quand vous arrivez à avoir une idée, il faut savoir que c'est parce que vous avez la capacité de mettre l'idée. Sinon, l'idée là ne va pas naître ex nihilo. L'idée là s'appuie toujours sur une capacité que vous avez avant de naître. Et donc, il faut trouver vraiment un cadre où on peut faire reconnaître que si vous avez l'idée là, c'est parce que cette idée là veut que vous la mettiez en œuvre. Elle veut vivre à travers vous. Il s'agit de ça. Donc, on a besoin d'avoir donc ce cadre donc, des gens qui reconnaissent la valeur donc, des idées, la capacité de chacun à faire avancer ses idées. Et on se soutient. Comme dirait un de mes amis zimbabwéens là, if you say you can, yes you can. If you say you cannot, yes you cannot. Parce que c'est la question juste, quand l'idée est là de dire que je peux, la situation se met en œuvre pour pouvoir y aller. Mais si vous avez quelqu'un pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas, et que vous acceptez que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas. Donc, on a besoin d'un cadre quand même où voilà, on s'encourage pour dire qu'on peut. Et c'est vraiment ce cadre-là, je suis d'accord avec vous. C'est ce cadre qu'on cherche à créer avec donc, notre communauté, donc, d'enforcement donc, des capacités d'employabilité et de réussite. Bien, je crois que je ne sais pas si j'ai pu répondre aux questions qui étaient là. J'aimerais savoir s'il y a d'autres intervenants qui si vous voulez, et qui n'étaient pas là hier, s'il y a quelqu'un qui veut. Monsieur Jean-Jacques Yem, peut-être que je vous pourrais prendre la parole pour dire un mot, parce qu'il y a longtemps quand même qu'on ne vous a entendu. Hein. Présentez-vous et dites-nous, voilà, quoi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Ce serait bien. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Niampa, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien, très bien.
Peut-être si tu veux, tu peux allumer ton micro aussi. Mon micro, oui, Bon, je l'ai allumé, je crois. ok. Oui, mon micro est ouvert. Non, pas le micro, pardon, tu parles de la caméra. Caméra que tu dis, non, on t'entend très bien. Tu Non, parles de la caméra. la caméra, je ne suis pas, Ok, bon, donc c'est disons, bon. Non, c'est bon, il n'y a pas je ne grave, suis c'est pas en pas grave. position de mettre la caméra en Ok, marche. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce que je voulais dire, d'abord, j'ai salué tout le monde. Je vous parle en ce moment de Bamako, au Mali. Et même la présentation, je la ferai plus tard. Souffrez que je dise ce qui me brûle le cœur pour le moment, qui est que je vais essayer de dire, selon les exercices qui nous ont été présentés ici, j'essaie de dire directement ce qui m'a touché, moi, le troisième exercice. Je vous passe le premier, c'est la création du groupe, c'est déjà fait. Le deuxième, on va faire les pitchs plus tard et poster dans le groupe. Mais le troisième exercice qui nous demande de dire trois choses qui nous ont marqués. Quelqu'un, un de mes prédécesseurs a dit, il remercie le conférencier pour sa brillante présentation. Moi, je ne dis pas brillante présentation, je dis surprenante présentation. Parce que la première chose qui m'a marqué, c'est la façon dont M. Nyampa aborde cette question d'emploi. Et c'est tellement surprenant que je me suis retrouvé non pas à imaginer l'entrepreneuriat comme une création de richesse, mais plutôt comme une interpellation personnelle à participer au développement de mon pays d'une manière citoyenne. C'est-à-dire, j'ai senti le poids d'une responsabilité. Et là, je peux dire qu'il a touché du doigt ce besoin de changement de paradigme. La deuxième chose qui m'a touché, c'est évidemment, on parle tout le temps de l'inadéquation formation-emploi, mais la façon dont il l'a abordé sur la base d'analyse chiffrée, si j'ose dire, c'est également je dirais, une base indiscutable parce que on ne discute pas avec les chiffres, c'est démontré. Et maintenant, la troisième chose, c'est là que je me sens interpellé, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que je me sens inutile, mais par rapport à l'accent qu'il a mis sur le lien à mettre entre la création d'emplois ou bien entre le chômage ou l'emploi et le développement, quand je prends du recul, je me suis dit que, mais donc, du haut de mes 70 ans au moment où je parle, donc je n'ai encore rien fait, ni pour moi, ni pour mon pays ou mes pays, ni pour mes semblables. Donc, il faut que je m'y mette. Cette interpellation, elle m'est allée droit dans le cœur. Et ça répond également au quatrième exercice qui me fait donner un 5. Parce que je suis intimement convaincu que c'est maintenant qu'il faille faire quelque chose pour nos pays, pour nos continents, pour notre continent. Et j'espère que la soif que cette formation a allumée ce soir, la soif qu'elle a occasionnée sera étanchée au fur et à mesure des jours que nous allons passer ensemble. Parce que franchement, on parle, il me semble qu'on tourne, on aborde la question du développement, on aborde... Bon, ouais, allez-y, Jean-Jacques. Votre grand frère, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé. Donc, je disais que il me semble qu'on aborde la question de l'avenir de nos pays et de notre continent
sous plusieurs angles, mais tout converge vers un seul point. C'est qu'est-ce que nous voulons faire en termes de développement de nos pays? Quel est le modèle que nous voulons pour le développement de nos pays? Parce que nous n'allons pas faire développement pour développement. Il nous faut un modèle propre à nous, qui satisfasse nos besoins et surtout notre type de société. Donc, je pense que Impact Plus et M. Nyampa à sa tête sont en train de mettre le doigt dans la plaie que nous avons et que réellement l'entrepreneuriat pourrait contribuer à résoudre. Je crois que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là pour le moment et j'entends bien m'enrichir à fond avec cette formation. Et donc, soyez indulgents et commencez à enregistrer que je vais parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Donc, merci beaucoup. Mais n'oublie pas quand même prendre quelques minutes pour te présenter quand même. Je te demande encore de te présenter parce que tu l'as oublié tellement que tu voulais nous donner des sentiments que tu aimes quand même. Allez, il faut te présenter, ce serait bien parce que c'est important comme de savoir qui il est, Jean-Jacques Yem. Allez-y. Bon, je suis Jean-Jacques Yem. Je suis juriste de formation, je suis avocat et je vis actuellement au Mali où je suis avec mon épouse promoteur d'un groupe scolaire qui va de la maternelle au lycée. Et à côté de ça, je vais être bref, je suis ce que les Américains ont appelé récemment expert en éducation basée sur la conscience. Il y a un concept qui est en pleine promotion qui s'appelle éducation basée sur la conscience et qui veut que la connaissance soit différente selon le niveau de conscience d'un individu. Je vous donne un exemple banal. Un enfant qui n'a pas pris son petit déjeuner à la maison et qui arrive à l'école et puis vous dites, bon, voilà, le théorème de Pythagore, le petit, il n'est pas dans un état de conscience qui peut absorber la connaissance. Et après, si vous lui donnez 0, c'est vous qui n'êtes pas un formateur bien armé. Voilà un peu comment ça se présente. Donc, la connaissance est différente selon l'état de conscience. Et c'est une formation que j'ai suivie pendant plusieurs années. Et ça a commencé en Thaïlande, ensuite en Inde, ensuite en Hollande, et puis j'ai terminé aux États-Unis. Donc, je suis, je dirais en Afrique de l'Ouest, le seul spécialiste de cette éducation basée sur la conscience, dont nous allons bientôt lancer une campagne dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. À côté de ça, je suis metteur en scène, je suis auteur dramaturge d'abord, je suis metteur en scène et je suis ici aussi scénariste et acteur. Je pense, M. Nyampa, que je vais me limiter à ça d'abord. C'est vrai que c'est... Non, mais c'est bon, quelque part, bon, effectivement, on a la plateforme. On va demander à chacun vraiment de faire cette présentation-là sur la plateforme pour qu'on puisse se connaître et puis voir comment on peut collaborer. C'est ça. Cette plateforme est extrêmement importante pour nous autres. Oui, voilà, ça marche. OK, merci beaucoup, M. Jean-Jacques. Alors, il y avait M. Oussini qui avait levé la main. Vous êtes là, vous avez la parole. Apparemment, il a baissé la main. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la parole? OK. C'est bon? Très bien. Si vous pensez qu'on a fait le tour, on va arrêter pour aujourd'hui. Disons que
Mon grand, est-ce que monsieur Nabaloum, c'est le ministère du Nabaloum, ministère de la transition digitale, là, ou bien c'est quel autre Nabaloum? J'ai vu un Nabaloum, là. Bon, ok. Monsieur Diallo, vous êtes là? Oui. J'ai bien suivi, cher ami. Ah, il y a des gens qui ont levé la main, pardon, je n'ai pas fait attention. On dit un mot, après on va donner la parole à monsieur César. Je n'avais pas vu vos mains, hein. César. C'est la parole qui m'est donnée. Oui, allez-y, monsieur Diallo, allez-y. Je pense que l'essentiel, Ceux qui ont des micros, qui a des micros allumés. je crois que c'est pas simple, hein. J'essaie de couper ça, mais c'est difficile apparemment. Et qui a le... oui, je disais que l'essentiel, me semble-t-il, a été dit. Ok. Surtout par notre frère, le dernier intervenant du Mali, je crois. Jean-Jacques Yem. J'ai beaucoup apprécié. Je crois que pour l'essentiel, tu as réussi un bon plaidoyer pour investir dans l'emploi. Je crois qu'un petit temps dans ta démarche, dans un premier temps, tu nous as donné des surfroides, on a eu beaucoup d'inquiétudes, en te disant que vers les années 2050, si rien n'est fait, si les tendances actuelles se perpétuent, on va droit au mur. Mais grand frère, ça sera pas entre vous et moi ne serons plus là, c'est les jeunes là. C'est ça que j'allais dire, tant pis pour ceux qui seront là. Mais fort heureusement quand même, vous nous avez donné des raisons d'espérer, de modifier, disons, les tendances, d'échanger de paradigme. Et c'est peut-être ça, je crois que le plus essentiel dans votre prestation d'aujourd'hui, c'est de mettre l'eau à la bouche, c'est de dire, bon, mais comment? Et investir emploi, et là, je suis précisément pour répondre à cette question. Voilà, tout va bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, sur un plan pratique, l'exercice qui a été donné, il me semble si on pouvait le poster dans le groupe, rapidement, et que tout un chacun puisse y répondre, enfin, ceux qui veulent y répondre. Et ça, c'est une marque d'information extraordinaire pour les formateurs. C'est vrai, c'est important. Et puis, moi, je ne mettrais pas 5 sur 5, mais je mettrais 4. On va t'appeler, puis tu vas 4 sur 5. Ok, ça marche. Merci. Bon courage. Bonne suite. Merci beaucoup. Merci. Alors, César, vous avez la parole. Honoré Kambiré. Ok, bonsoir, monsieur Nyampa. Oui, bonsoir, monsieur Kambiré. Et bonsoir à tout le monde. Je suis César Honoré Kambiré, juriste de formation, titulaire d'une licence en droit privé de l'université Thomas Sankara. Je suis vraiment convaincu, et à l'image donc de monsieur Yem, la présentation est très très surprenante. Bravo. Oui. Maintenant, j'ai une préoccupation. Et cette préoccupation, elle est relative à la gestion de la pression parentale. Parce que nous sommes dans une société où nos parents vivent toujours avec ces idées que moi je dirais rétrogrades, où la fonction publique, c'est la clé de tout développement. La fonction publique, c'est ce qui rassure le plus. Donc, étant donné que de la gestation d'un projet entrepreneurial à sa floraison, cela peut prendre énormément de temps. Comment arriver à gérer cette pression parentale? C'est moi, étant très actif sur LinkedIn, j'étais déjà convaincu du lien entre l'entrepreneuriat et le développement durable.
mais je n'ai toujours pas su comment gérer la pression. C'est ce que j'avais. Merci. Okay. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Alors, après, M. Kambiré, merci beaucoup. C'est une bonne question. Est-ce que ceux qui ont... Quelqu'un peut lever encore la main? Levez, on va voir parce que je ne... Il y avait des mains qui étaient levées, mais je ne vois plus. Hein. OK. Alors, donc, comment gérer la pression parentale? Est-ce que quelqu'un voudrait donner son point de vue à M. Kambiré? Qui peut donner son point de vue? Oui, allez-y. Celui qui veut, il n'a qu'à lever la main. Comment gérer la pression parentale? Bon, s'il n'y en a pas, je vais donner un exemple. Effectivement, il y a un jeune Camerounais qui a donné une piste qui me semble intéressante par rapport à ça. Il avait ce problème aussi, hein, d'aller dans l'entrepreneuriat. Bon, mais ce que lui il a fait, c'est qu'il a essayé de maintenir les études tout en faisant son entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ce qui peut, pour répondre à votre question, l'idéal, c'est de ne pas bloquer c'est pas facile. Je vais voir qui est en train de... Parce que si les gens viennent à la formation, c'est vraiment important de regarder les micros parce que ça peut déranger, quoi. Je ne vois pas qui est ouvert, ça. Et Ousseini, c'est quoi que Ousseini a son micro qui est ouvert, Sionné aussi. Je pense que c'est coupé. Alors, donc l'idéal serait de voir si vous pouvez gérer les deux pour répondre à votre question. Et en tout cas, dans un certain sens, il ne faut pas, disons, offusquer. Maintenant, si vous arrivez à gérer les deux, un moment, et ça, il faut aussi noter le deuxième acte, c'est que dès que vous avez la possibilité donc d'avoir des revenus, il faut contribuer à la famille. Lui, c'est son exemple qu'il a donné. Il a donné un exemple réel. Quand il a commencé à contribuer, le papa il était dubitatif, quoi. Voilà, il étudie, mais bon, il recueille le transport. Après, il amène des choses, des fruits. Ensuite, c'est des sacs de mille de riz. Bon. Donc, non seulement ça le valorisait, mais en même temps, ça disait aux parents que, on peut avoir des revenus en dehors du travail scolaire, travail des choses. Donc, après que quand il a commencé à faire ça, les parents ont commencé à vouloir regarder ce qu'il faisait. Bon, tu peux me montrer ce que tu fais en ligne, qu'il s'agit de quoi exactement? Par exemple, il était par exemple en ligne. Il s'agit de quoi exactement? Bon. Donc, ils ont commencé à regarder. Il me disait aujourd'hui que sa maman, par exemple, qui était derrière lui pour ses études, elle est devenue son premier fan quand il publie une vidéo, des choses comme ça. Bon, donc, je pense qu'il y a deux approches pour tous ceux qui sont dans ce dispositif-là. Effectivement, nous autres, là, nous ne sommes plus là-bas. Moi, je suis devenu parent, donc je suis plus concerné. Mais je comprends que, bon, voilà, le problème est réel. Donc, autant que faire se peut, ne plaquez pas les études sans revenu. Essayez de gérer les deux. Une fois que vous avez les revenus, montrez aux parents qu'on peut avoir des revenus sans être employé par l'État. Ça, c'est la deuxième astuce qu'il faut faire. Il ne faut pas vouloir dire non, je profite de leur hospitalité, je profite de la nourriture, je vais économiser. Non. Contribuer dans la famille.
pour montrer que, bon, vous êtes aussi indépendant financièrement, que vous pouvez y contribuer. Bon, une fois qu'il y a ça, en tout cas, il semble que lui, on l'a laissé tranquille. Bon, il poursuit ses études, mais même s'il veut laisser, on ne va pas le dire, on ne va pas l'en vouloir. Bon, c'est ce que j'ai comme élément de réponse pour vous, M. Kambiré. Je ne sais pas si ça peut aider. C'est une expérience. Je ne suis pas concerné, quoi. Mais j'ai entendu ce que les jeunes font. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent ajouter à cette question-là, qui ont des expériences à partager avec M. Kambiré sur ce point? D'accord. Alors, donc, l'objectif était aussi de ne pas dépasser 2 heures d'échange. Bon, 1 heure de présentation, 1 heure d'échange, c'est ce qu'on fait habituellement. Bon, il nous reste 8 minutes. Si vous pensez qu'on a bouclé le tour, on va se souhaiter une excellente suite de soirée. Je vais vous revenir avec la suite du programme, le programme vendredi même. Cette semaine est très très full, mais en tout cas, on va essayer d'avancer. C'est ça le temps de digérer les choses. C'est le principe agir, c'est de laisser le temps de digérer. C'est bon? OK. Donc, je vais laisser grand frère, vous prenez la parole pour lors de notre rencontre, en tant que doyen. Peut-être le grand frère de M. Jean-Jacques Yem et de moi-même ici. Pardon, Attendez, avant, il y a avant, un Bikenga. Est-ce que c'est M. Issa Bikenga ou bien non qui est là? avant que le grand frère ne prenne la parole, je voulais demander la prochaine séance, c'est quand? Normalement vendredi. Vendredi à 17h. On va confirmer, principe. Très bien. Merci. Est-ce que c'est M. Bikenga? C'est M. Bikenga Issa? Non. C'est un jeune Bikenga qui est là, hein, c'est ça? Ah oui, oui, il y avait son fils qui devait suivre. D'accord, ça marche. OK. Bon, grand frère, vous pouvez faire pour la clôture. On va se séparer pour la prochaine fois. C'est pour moi? Oui, oui, oui. Faites la clôture de notre séance. Non, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. OK. Pour un coup d'essai, c'est un coup de réussite. Ah, OK. Il s'agissait vraiment de faire un plaidoyer, tu l'as très bien mené, en nous montrant quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans les années à venir, si les tendances actuelles se perpétuent, si les politiques d'emploi sont les mêmes. Jusqu'à présent, on attend de l'État et ce n'est plus son rôle. Dans ces missions avec le développement qu'on a connu depuis ces quelques années, il faut qu'on change de paradigme. Et changer de paradigme, c'est une des sources potentielles et l'entrepreneuriat. Et tout le cours qui va se dérouler pendant les 14 jours aura justement pour ambition de dérouler l'entrepreneuriat, amener en fait les différents participants à investir dans l'emploi, dans la création d'emplois et accompagner. Si j'ai bien compris, ton message c'est un peu ça. Et je pense que tu l'as bien réussi. C'est ça. Merci beaucoup. Avec un nouveau système qui devrait justement servir de cadre d'innovation pour justement permettre de relever les défis. Et on reviendra donc la semaine prochaine pour vous présenter ce système-là et voir comment il peut vraiment accompagner le processus. Et que comment l'Afrique peut aussi valoriser ça à l'extérieur, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça, grand frère. OK. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Voilà, merci. Vendredi soir, 17h. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Voilà, merci. Bien. Bonne soirée à tous. Oui, grand chef, ça fait vraiment 2 jours. Hein. Pour t'avoir, ce n'est plus facile. Là. Comme ça, tu es devenu international au-delà de. Tu es le seul Afrique. Tu es à l'Afrique de l'Ouest, non? Ou bien Afrique centrale. Il y a d'autres Camerounais en Afrique, non?
C'est en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ah, tout ça, c'est toi. Oui. Yeah, félicitations. Hein. Donc, Merci beaucoup. Mais donc, il faut hein? prier que l'argent suive. Ça ne suit pas Non, encore. moi, justement, j'ai découvert ma part, quoi. Jusqu'à présent, je demandais. Jusqu'à présent, j'étais sympa. Ok. Tu pensais que toi, tu gagnes, tu ne vas pas m'oublier, mais on ne sait jamais. Il faut que je demande, non, ou bien. En tout cas, continuons la Hmm. formation. Peut-être on va gagner ici. Non, non, par contre, ici, non, en réalité, ici, c'est clair, hein, il y a 250 milliards de dollars à gagner. Même si on arrive à avoir 10% dans ça, là, c'est bon. Tout le monde devient des On est multimilliardaires, parti. quand même. Oui, c'est ça, il s'agit de ça. Oui. Ouais, ouais. Pour toi, là, peut-être que ça va rapporter beaucoup, mais ça peut rapporter. Donc, tu vas manger sur deux bateaux, c'est bon. Oui. Ok, vraiment. Donc, tu Ok. salues la famille, hein, madame. Je ne manquerai pas. Je pense qu'elle s'est inscrite, non? Non? Oui, elle s'est inscrite. Je la sens pas, là, je la vois pas. Je crois que vendredi, elle sera là. Elle s'est inscrite. Ah, ok. La sœur, là, elle est trop éparpillée. Comme voilà, les enseignants sont, en tout cas, enfin, la vocation, c'est aussi de sortir des experts enseignants du système, hein. Ça qui est la vérité. Ici, voilà. Ouais. Ouais. Sinon, on est Ok. là, comme dirait quelqu'un. Allez, merci beaucoup.